Et ben salut Clément. Salut. Tu fais des cours aux premières années, notamment sur la vidéo et sur les caméras, c'est ça? Ouais, c'est ça. On parle notamment de documentaires. Je les accompagne un peu sur comment faire une belle image pour leur projet de reportage sur un portrait insolite. Ah oui, sur la SAS 104. Qu'est-ce que tu nous as apporté du coup aujourd'hui comme rush? La semaine dernière, j'étais sur le rallye du Maroc. Suivre deux pilotes à moto que je suis depuis quelques années sur le Dakar. Et donc là, j'ai des rushs que j'ai fait avec les images un soir, avec vraiment une ambiance où ils sont en moto, donc ils font leur propre mécanique. Ouais. Donc ambiance bivouac, coucher de soleil, ça bricole, il y a de la fumée, il y a de la poussière, etc. Donc on va peut-être pouvoir travailler là-dessus, quoi. Ouais, parfait. Pour le rallye du coup du Maroc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que ça fonctionne? Tu prends beaucoup de matériel, ça se passe sur une petite semaine, je crois 6 jours, si je me trompe pas, et tu prends beaucoup de matériel pour avoir plusieurs points de vue, c'est ça? Ouais, alors rallye du Maroc, donc c'est une semaine de course. Après, il y a une semaine avant où ils font tout ce qui est vérif, etc. Moi, j'ai pas pu les rejoindre avant parce que j'avais des prestats en France. Mais l'année dernière, j'ai passé 2 semaines, par exemple. Et c'est vrai que c'est des projets où je prends pas mal de matériel parce que comme on est au milieu du désert, s'il m'arrive un problème sur mon matos, il faut que j'ai tout en double. Donc j'ai deux caméras, j'ai tous les micros en double, les optiques, etc. J'essaye de tout anticiper pour en fait pouvoir solutionner n'importe quel problème sans avoir besoin. Enfin voilà, j'ai pas la Fnac au milieu du désert marocain. Forcément, ouais. Donc faut que je puisse délivrer ma presta même s'il se passe n'importe quoi, et c'est des conditions qui sont quand même assez dures, le sable, la chaleur, etc. Donc le matériel prend cher. Poussière et tout. Voilà, donc faut anticiper tout ça, et je veux pas mal de bordel dans ma valise, quoi. C'est beaucoup de matériel, mais du coup aussi beaucoup de rush. On a vu sur une de tes vidéos et sur ton compte Insta, tu fais beaucoup de petites vidéos et de réel Insta pour montrer un petit peu toutes tes petites réalisations, et notamment je crois que pour le rallye de l'année dernière ou pour un événement comme ça, tu as dit que tu avais 1,5 Tera à peu près de rush. Comment est-ce que tu fais en fait à ce moment-là pour te repérer parmi toutes ces heures de rush, quoi? Je peux te montrer rapidement, mais j'ai une arborescence qui est hyper optimisée. Ok. Tous mes projets fonctionnent comme ça, donc en fait j'ai toujours les mêmes dossiers. Ah oui, ok. Tu vois, peu importe en fait le projet où tu vas, si je vais sur un autre projet, avec des plans sim par exemple, j'ai exactement la même arborescence. Donc ça me permet qu'en fait mes monteurs ils savent comment ça fonctionne, donc on est carré. Après c'est tout rangé par jour, par date, à l'anglaise pour que ce soit chronologique si on change de mois, parce qu'en français, ou d'année. Ouais. C'est comme je commence à avoir vraiment une bibliothèque sur le Dakar, j'ai plus de 20 Tera de rush, donc ça fait quand même une sacrée bibliothèque. Ouais. Donc il faut que je puisse en fait jouer avec tout ça, et donc j'ai tout qui est assez structuré, le projet, et le projet aussi est structuré de la même manière, tu vois, avec mes rushs, rangés exactement pareil. Ah ouais, tu mets des folders dans le... Ouais, en fait je rentre les folders que j'ai ici, et c'est tout hyper carré, parce qu'en fait si tu veux, au début tu peux avoir un peu la flemme, etc. Mais en fait maintenant c'est tout automatique, et je gagne un temps fou à me retrouver, à me repérer, je sais quel rush est où, et voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et sur un projet comme ça, je crois que je suis entre 150 et 250 gigas par jour de rush. Ça fait quand même une sacrée quantité d'images, ce qui représente entre 1h30 et 2-3 heures de rush brut, quoi. Ouais, et tu arrives toujours à monter une fois là-bas, il y a des tentes spéciales pour ceux qui montent, ou pour si tu veux, il y a un Media Center, ça s'appelle. Au Dakar, c'est vraiment une grande tente spéciale. Là, on a des petites tentes de berbères et tout, c'est assez cool aussi. Et c'est dédié à ceux qui sont là pour la presse et pour les médias. Donc ça permet, tu vois, en événementiel, le plus important, c'est profiter de ce qu'on appelle le momentum, donc que ça sorte le plus rapidement possible. Tout de suite, direct. Exactement. Comme ça, faut qu'on soit dans les meilleures conditions, sachant que c'est des événements où il y a beaucoup le sportif et la com, il y a très peu de spectateurs en fait. Tu vois, le Dakar c'est en Arabie Saoudite, donc il n'y a personne autour. Et donc il faut que les photos sortent direct, les vidéos sortent direct. Donc on a vraiment cet espace dédié pour nous, et qui nous permet de travailler dans les meilleures conditions, quoi. Ok, justement, t'arrives vraiment à différencier travail et loisir, ou t'essayes d'associer un petit peu justement les deux ensemble? Alors moi, il faut savoir que je fais pas de moto. Du coup, par exemple, le Dakar, je suis pas motard, donc c'est même pas mon loisir de faire la moto. Ils m'en emmènent un peu faire maintenant, mais à la base, j'en fais pas du tout. Ouais. Mais c'est vrai que les domaines que je filme, je filme pas mal de trail, de ski, de VTT. Ouais. Ça, c'est plus les loisirs que je pratique au quotidien. Et c'est vrai que moi, depuis quelques années, il n'y a plus de barrière en fait entre le partie loisir et la partie travail, parce que c'est un métier où on est un métier passion, et forcément, j'ai envie de bosser aussi dans les domaines qui me plaisent, où je prends du plaisir. Et en fait, il y a un autre aspect qui est important au-delà du plaisir dans ces domaines-là, c'est que c'est là où j'ai des contacts, c'est là où je connais les gens et où je connais le milieu. Et tu vois, quand tu pars filmer, sur le Dakar, c'est le meilleur exemple. Il y a plein de choses qu'il faut connaître, et c'est pas juste je prends ma caméra, je vais me poser, je tape le point sur le GPS, il n'y a pas de route, on n'a pas de point GPS, on n'a rien, on bricole. Et pareil en ski, en fait, il faut être capable d'aller en montagne, il faut être capable de suivre les athlètes, etc. Donc c'est plus dans cet aspect-là. Et puis je connais les acteurs, je connais les athlètes, donc ça permet par bouche-oreille d'avoir des projets, etc. Donc c'est un peu tout, c'est assez global en fait, c'est pas réellement que pour le côté loisir. Et aujourd'hui, j'aime tellement ça que pour moi,
je fais plus trop la différence, peut-être dans 10 ans quand j'aurai une famille, des enfants, etc. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est de travailler là-dessus, quoi. Ok, et justement pour le travail, montre-nous un petit peu, qu'est-ce que tu ferais dans un premier temps quand tu as tous ces rushs-là? Ça, on fait déjà ce qu'on appelle du dérush, c'est ça? Comment est-ce que tu procèdes? Comment est-ce que tu fais de manière à ce que ce soit vraiment une partie un petit peu efficace et pas très fastidieuse comme on a l'habitude de le penser? Là, je vais te montrer. Alors, ce que je fais d'abord, c'est que je crée une séquence globale. Tu vois, là, j'ai une séquence par jour à chaque fois. Donc, je poste tous mes rushs sur la timeline. Là, tu vois, j'ai 4 canaux audio. Donc, ce qui me permet en fait d'avoir 2 micro-cravates plus un micro-canon sur la caméra, voire 3 micro-cravates, un micro-canon. Et ensuite, voilà, j'attaque mon dérush. Donc, je pars de cette base. Tu vois, là, il y a 2h30 de rush ce jour-là. Donc, je pars de ces 2h30. Et après, je garde ce que j'ai besoin, je charcute tout. Et j'arrive à, je sais pas, peut-être 1 heure de rush un peu sympa. Et après, dans un second temps, donc ça me permet, par exemple, là, j'ai un dérush de 5 minutes. Donc, c'était juste une séquence parmi les 3 heures. Hein. C'était pas les 3 heures qui font 5 minutes. Forcément. Et je repars de ça. Et c'est à partir de là où je vais commencer à réellement monter. Donc là, je vais aller chercher une musique, normalement. Et je vais aller poser cette musique. J'ai déjà repéré, par exemple, avec quoi je voulais commencer, etc. Parce que comme c'est un truc un peu court, je voulais faire potentiellement un Reels. Et j'avais une séquence où il commence en disant « Ça, c'est l'esprit Malmoto ». Et je savais que ça faisait un bon hook pour commencer ma vidéo sur Instagram et pour lancer un petit peu. Voilà un peu le process général. Et après, forcément, nous, quand on fait des épisodes quotidiens, c'est pour ça que j'ai autant de rush et que c'est aussi long. C'est que tu vois, je sors 20 minutes par journée. Donc là, je pars de 2h30. Au final, ça fait 20 minutes une fois que c'est plus condensé. Et l'idée, c'est que, en fait, comme c'est du format documentaire, je filme quasi tout le temps parce qu'ils peuvent sortir une connerie à n'importe quel moment. Et ils en disent beaucoup. Donc, tu vois, je suis obligé d'être tout le temps en train d'enregistrer. Forcément. Et c'est là où tout le travail se fait derrière. Après, il y a encore la colo, le mixage son, etc. Mais voilà, et tu vois là, c'était pas ce que je voulais tester. Tiens, un plan de la Sandrider nouvelle Dacia, ça. J'avais deux types de colo que je voulais essayer, voir ce que j'aimais. Ok. Et là, du coup, tu mets des calques, c'est des calques d'effets que tu mets du coup tout au-dessus, et ça te permet vraiment d'avoir, tu mets du coup l'effet voulu, et ça le met du coup au-dessus, c'est ça? Ouais. Là, en gros, si tu veux, c'est des luttes que j'ai créées moi sur DaVinci Resolve. Parce que sur les projets où j'ai le temps, alors des projets comme ça, on est en événementiel, comme je te disais tout à l'heure, il faut que ça sorte vite. Ouais. Donc j'ai pas le temps d'aller m'amuser à faire la colo plan par plan. Là, j'en avais que j'ai créé moi. Et tu vois, donc pour passer de mon log à ma lutte assez facilement. Voilà. Et du coup, je voulais tester on commence à rentrer dans des trucs un peu niche, mais Kodak 2383, donc classique, celle-là. Et une lutte un peu plus hectare. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux développer un petit peu du coup sur le Kodak? Ouais, en gros, si tu veux, c'est les simulations de pellicules de films. Donc le Kodak 2383, c'est un look assez classique où en fait les pellicules des films, c'était filmé avec ça à l'époque. Donc c'est une base que moi j'aime beaucoup, que j'utilise souvent pour mes documentaires comme base d'étalonnage pour faire la colorimétrie sur mes films. Ok, et là du coup c'est la colorimétrie que tu as fait, c'est sur DaVinci Resolve. Pourquoi est-ce que du coup tu utilises DaVinci et pas plutôt Premiere? Ou globalement c'est la même fonction? Ouais, c'est que DaVinci est vraiment plus optimisé pour la colorimétrie. Déjà tu as beaucoup plus d'outils et l'interface, etc. C'est aussi l'outil qu'utilisent les coloristes professionnels qui font de la colo des films d'Hollywood, etc. Donc c'est vraiment l'outil qui est dédié. Aujourd'hui, je prétends pas du tout être coloriste, je bricole encore, mais c'est vrai que j'ai envie de passer à ce process où tu prends le temps de faire une belle colo, d'avoir des outils qui sont dédiés. Donc je commence à m'habituer à avoir ce workflow où pour l'instant je monte encore sur Premiere Pro parce que j'ai des outils que je peux avoir que sur Premiere Pro. Et après je fais le workflow où j'exporte mon projet de Premiere Pro, je le rentre dans DaVinci, je fais ma colo sur DaVinci. Et après souvent je refais mes exports sur Premiere Pro. Et là je viens de finir un film en 59 minutes, un documentaire. J'ai fait la colo la semaine dernière. Et c'est exactement le workflow que j'ai utilisé. Tu vois. Est-ce qu'on peut quand même faire de la colorimétrie sur Premiere Pro? Ouais, tu as un onglet couleur. En fait, c'est les mêmes infos que tu as ici. Il y a 2-3 outils qui sont assez sympas. D'autres outils graphiques comme les moniteurs de métrie, etc. Le moniteur. Et là, du coup, toutes les infos, les courbes, etc. Et justement, c'est ça où sur DaVinci où il y a beaucoup plus de paramètres et où tu peux jouer un peu plus avec... Et l'ergonomie s'y prête aussi un petit peu mieux. Quoi. Ok. Justement, pour la séquence, tu as choisi du coup une séquence de 5 minutes. Est-ce que tu peux nous la montrer? Je te montre un petit peu. Donc c'est vraiment cette ambiance coucher de soleil avec du coup la poussière, etc. Donc là j'aimais bien, tu vois, le look dans les phares. Et en fait, c'est que j'ai essayé de bosser pas mal les compositions. En fait, j'aime bien ce côté, tu vois vraiment la symétrie avec la remorque, l'ombre qui se découpe dans le ciel.
Je me suis dit, il y a un truc à faire. En plus, tu vois, il y a un mécanicien qui s'en occupe. Ils font par jour 600 km de moto, donc ils passent près de 8 heures sur la moto, donc c'est énorme, pendant toute la semaine. Donc les autres, ils arrivent, ils s'assoient, ils font rien. Et eux, en fait, ils sont en mal moto, donc ils font leur propre mécanique. Donc ils arrivent le soir, ils ont encore 2 heures de mécanique à faire, sauf que t'es cramé, t'es fatigué, t'as juste envie de te poser. Et donc c'est ça que j'avais envie, tu vois, de mettre en avant ici. Donc pas mal ce jeu de dons. Et j'ai une séquence où il me dit ça, c'est l'esprit mal moto, tu vois, le dealer. Ok. Et du coup, tout ça, ça ferait partie du gros documentaire que tu fais un petit peu? Du coup, là, c'est pour le Maroc. En fait, on fait une série dédiée sur le Maroc, sur ce rallye-là. En fait, on fait juste avant le Dakar. Le Dakar, c'est en janvier. Et au Dakar, on sort l'épisode tous les jours, quotidiennement, pendant le Dakar. Et en fait, sur le Maroc, je peux pas parce que je suis tout seul. Sauf que, tu sais ce que c'est de faire des vidéos. Moi, un épisode du Maroc, ça me prend 3 jours de montage pour une journée de tournage. Je peux pas sortir ça en direct, sachant que je suis tout seul, il faut que je me déplace, que je fasse la logistique et tout. Dakar, maintenant, on est un peu plus nombreux. Ces images-là sortiront dans l'épisode juste avant le Dakar, sur la série du Maroc. Ok. Justement, là, pour le dérush, c'est la séquence, on va dire, finale, un petit peu, là, de ce que tu as fait. Alors là, il faut que je la monte maintenant, donc je rajoute la musique dessous, je replace un peu les images potentiellement dans l'ordre. Après, je pense que je vais rester assez chronologique parce que c'est plus évident. Dans la chronologie, ça va être plus cohérent parce que la moto, là, elle est rangée à tel endroit, ensuite je la déplace. Donc en fait, je peux pas mettre n'importe quel plan où. Donc ça va quand même rester assez chronologique. Et par contre, recuter, dynamiser. Parce que là, tu vois, elle fait 5 minutes. Je pense qu'à la fin, ça fera peut-être 1 minute 30 si c'est que du clip. S'il n'y a pas trop d'endroits où il parle, mais je pense que ce sera assez clippé. Et en fait, du coup, c'est le genre de séquence où j'essaye dès le tournage de réfléchir comme si je faisais du montage en variant les échelles de plan. Ah oui, ok. Parce que comme je sais que ça va être chronologique, là, je suis sur un plan assez serré sur son visage. Et en fait, derrière, je vais aller chercher, là aussi, tu vois, je vais prendre des inserts, etc. Et tout à l'heure, j'avais un plan vraiment large, tu vois, là, je prends des inserts. Alterner un petit peu avec tous les... Voilà, dès le tournage, c'est ce que j'essaye de faire pour... tu vois, là, je remets un plan plus global pour poser le cadre et tout. Parce que sinon, on voit cette incohérence. Et comme on fait du documentaire, il faut que ça reste cohérent, etc. Il ne faut pas que ce soit juste beau, mais que ça raconte quelque chose. Et justement, pour la musique, est-ce que tu as un site ou quelque chose de bien précis où tu vas chercher tes musiques Comment est-ce que tu fais finalement pour que ça passe bien en fait? Alors il y a plusieurs... ça dépend. J'ai envie de te dire, ça dépend des projets. Quand j'ai la possibilité de faire composer des musiques, c'est ce que je fais. Là, mon dernier 59 minutes, j'ai fait composer les musiques. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai monté la vidéo avec des musiques d'inspiration. Et après, j'ai demandé à des compositeurs de refaire avec le même tempo, la même ambiance, etc. pour que ça matche. Mais bon, ça, c'est quand on a la possibilité de le faire, donc le temps et potentiellement le budget aussi. La deuxième chose, c'est quand c'est des projets clients où j'ai besoin d'avoir les droits sur les musiques. Là, je passe par une plateforme qui me permet, il y en a plein, que c'est toujours les mêmes, qui me permet d'avoir les droits sur les musiques. Ça permet aussi qu'on ait la monétisation sur les vidéos YouTube. Parce que là, sur ce projet-là, comme c'est des vidéos pour YouTube, si on n'a pas les droits, on n'a pas la monétisation. Et le dernier point, par contre, c'est des fois j'utilise des musiques où j'ai pas les droits, par exemple sur Instagram. Et aussi, dans ce projet-là, j'ai un des 2 acteurs, un des 2 pilotes, qui souvent chante des musiques françaises ou met des conneries, etc. Donc j'utilise ces musiques dans les montages, ça fait rire, ça plaît au public. Forcément, oui. Alors je sais que derrière on n'est pas monétisé, mais moi sur un projet comme ça en tout cas, où c'est moi qui ai la direction artistique, c'est moi qui fais un petit peu ce que je veux, je préfère en fait jouer le coup de la blague, faire monter le projet, tu vois, que les gens ça leur plaise. Et puis tant pis, c'est pas grave, on touchera pas la monétisation, mais je fais un projet qui me plaît plus. Et d'ailleurs pas que pour les musiques de quand tu chantes ou quand tu mets des conneries, j'utilise aussi des musiques cinématiques entre guillemets, de vrais compositeurs, parce que c'est vrai que sur les plateformes, c'est toujours la même musique. Forcément, oui. Et des fois, moi, tu vois, j'ai une playlist Spotify qui s'appelle Dakar. Et je rentre en fait dans l'année, les musiques. Et quand on arrive sur l'événement, je pioche là-dedans et j'ai déjà une bonne base en fait. Ah, ok. Qui gagne un peu de temps, quoi. Ouais, donc du coup, tu as toute ta bibliothèque, on va dire, de sons et de musique directement sur Spotify. Et puis quand tu fais ton montage, tu peux piocher dedans parfois. Ouais, c'est ça. Et même quand on part au Dakar, en fait, l'intérêt, c'est que tu vois, dans le désert, il n'y a pas toujours du réseau. Donc des fois, c'est un peu une galère. Donc ce que je fais, c'est que je me fais une bibliothèque de sons avant de partir avec les ambiances que je sais que je vais utiliser. Tu vois, la première année, je savais pas trop, mais je m'étais fait quand même quelques trucs. Maintenant, je sais, je vais avoir besoin de quelques musiques rock pour les moments où justement ils sont sur le bivouac, où ils bricolent, etc. Des musiques vraiment cinématiques sur quand c'est, tu vois, des ambiances. Un truc dramatique si jamais il y a, je souhaite pas, mais un problème mécanique, un crash, quelque chose comme ça. Et en fait, je pars, j'ai déjà une bibliothèque peut-être entre 20 et 40 musiques. Le monteur, souvent, s'il a envie, c'est ce qui est le cas avec mon monteur, il sélectionne lui aussi des musiques. Comme ça, on part. Et si sur le terrain, on n'a pas de réseau pour trouver une musique qui nous correspond, on a quand même déjà toute une base de données, puis on perd pas de temps. Ok. Justement, peut-être qu'on peut essayer de tourner la roue. On a demandé à des étudiants de nous formuler du coup quelques petites questions, ou même nous. Et voilà, du coup, on a fait ça sous forme de roue. Tac, et ça va tomber.
sur qui a été ton pire client. Alors je découvre aussi les questions en même temps que en même temps que toi. Quel a été ton pire client, si t'en as eu? Peut-être que tout s'est bien passé. Non, globalement, je pense que souvent là où c'est compliqué, c'est quand le brief il est pas très clair. Et moi je l'ai vu, vous allez probablement le vivre si vous travaillez pour d'autres boîtes de prod par exemple, ou même pour des clients. En fait, des fois le client il a pas ce qu'il veut, il est pas content, il râle, mais en fait c'est juste qu'il t'a pas demandé la chose de la bonne manière. Et du coup, maintenant je suis de l'autre côté, je prends des prestataires, donc je vois les deux côtés. Et au début tu te doutes et tu te dis ah putain mais en fait je sais que je suis pas bon, ou je sais pas répondre à sa demande et tout. Et des fois c'est simplement que le brief était pas exceptionnel. Et maintenant à l'inverse, moi je le vois, c'est que des fois j'ai pas ce que je voulais en image quand je prends des prestataires. Et en fait je pars du principe que c'est mon problème, c'est que mon brief n'a pas été assez clair. Exemple tout con, c'est que pour moi quand je fais des interviews, je sais, pour moi c'est évident les questions à poser parce que je le fais depuis quelques années, etc. Et puis en fait j'ai demandé au prestataire va poser des questions à lui. Puis en fait j'ai pas du tout les réponses que je voulais quoi. Et en fait juste fallait que je lui écrive les questions quoi. Ouais, c'est juste un problème en fait du client ou. Il y a un décalage entre ce qu'il attendait et ce que tu livres parce que c'était pas clair à la base. Mais si tu sais que tu es capable de délivrer ce qu'il te demande, il y a aucun risque si tu es bien drivé. Voilà. Vous êtes obligé de modifier un petit peu le projet. Est-ce que c'est déjà arrivé de tout, parce qu'on a souvent cette peur de tout faire bien, on exporte. Est-ce que tu as eu des galères comme ça au niveau de l'export ou des petites choses comme ça? Déjà, Premiere Pro, il est pas réputé pour être hyper stable. Ouais, non, c'est vrai. J'ai une anecdote là-dessus. Là, le 59 minutes sur lequel je travaille, donc c'est un documentaire sur un jeune qui est diabétique et qui est cycliste dans une équipe internationale. Et en fait, j'ai diffusé le film au cinéma et j'ai commencé le montage 2 semaines avant. Pour un 59 minutes, normalement, il faut 2 mois. Là, j'avais 2 semaines, donc c'était hardcore. Ouais, très très réduit. Ouais. Et j'ai fait l'export à 16h l'après-midi avant la diffusion, on diffusait à 20h. Sauf que du coup, il y avait, je sais pas, peut-être 2 heures d'export. Donc en fait, l'export a fini juste avant, j'ai pas eu le temps de le regarder en entier. J'ai vérifié. En fait, il y avait un saut, au milieu, il y avait un saut et dans la salle de cinéma, devant les gens, ça a bugué, alors que j'ai quasiment jamais de bug. En vrai, moi sur les exports, j'ai très rarement de bug. Donc c'est là, il y a eu ce truc-là, mais sinon, globalement, en fait, nous on a une règle avec mon monteur, c'est on vérifie toujours les exports. Quoi. Alors du coup, Clément, montre-nous un petit peu comment tu fais pour faire la colorimétrie un petit peu. Déjà, tout le projet, c'est ça Alors je te montre, donc le projet, je l'ai monté sur Premiere Pro. Ouais. Donc là, c'est un truc qui est vraiment dense, tu vois, j'ai, je sais pas, 10 pistes audio, donc un gros projet, et en fait, si tu veux, mes quelques effets de couleur, ils sont tous là, sur cette ligne, donc je les enlève, voilà, donc j'ai mon log, et en fait, de ce log-là, je fais mon export, commande M, on m'a demandé de faire les raccourcis clavier, je fais en QuickTime, et là, du coup, ça permet de faire Ça permet de me faire un ProRes 422 HQ. Donc là, c'est la grosse qualité, quoi. Et après, je vais l'ouvrir dans DaVinci directement. Je pose. En fait, ça me fait une seule vidéo. Voilà, ça me fait donc un fichier de 250 Go. Tu vois, et donc là, c'est vraiment le log. Ouais, c'est le truc brut, voilà, quoi. Et donc ça fait un fichier brut. Ce fichier brut, je le mets directement dans une séquence sur DaVinci Resolve. Ouais. Et là, j'utilise Timeline et Detect Scene Cut. Et en fait, automatiquement, il va voir où sont les cuts. Si t'as des fondus, etc., des fois, c'est un peu relou, ça marche pas bien. Tu peux le refaire à la main, mais c'est vrai que moi, je mets pas de fondu enchaîné entre les scènes, donc je suis pas trop embêté. Ouais. Et du coup, ça permet que là, il fasse en fait lui tout seul tous les cuts. Et donc là, j'ai fait une séquence MMI et donc là, tu vois, tout est cuté automatiquement. Quoi. Ouais. Et ensuite, je pars de ça. Là, j'ai même pas sorti la timeline audio quand je l'ai fait parce que j'en avais pas besoin. L'audio, il sera mixé par un ingé son directement aussi ailleurs. Donc j'ai un export spécifique pour cet ingé son qui est complètement différent. Donc vraiment là, je vois vraiment ça. En fait, tu traites ton image à part, tu traites ton audio à part pour un fichier global à la fin. Tu vois. Et ensuite, alors moi, je prétends pas être coloriste. J'utilise très peu les outils de colo parce que voilà, j'ai pas eu le temps de les expérimenter assez. Mais j'utilise un preset que j'aime beaucoup qui s'appelle Dehancer. Donc ça commence à être assez connu, j'ai envie de dire, dans le milieu, quoi. Et donc Dehancer, l'avantage, c'est qu'il fait de la simulation de film. C'est les pellicules en fait de l'époque. Donc si tu veux, on va reprendre cette image-là, par exemple. Celle-là, elle est assez cool et on va tout reset et on va refaire un peu l'image que j'avais. Donc tu vois là, je pose l'effet, j'ai ça, tu vois, d'origine. Et en fait, je peux venir rentrer la caméra que j'utilise. Donc là, en fait, peu importe la caméra que tu utilises. Moi, je suis chez Pana, donc je choisis ma Panasonic, la caméra Panasonic, c'était au GH6, en Vlog, tu vois, je peux choisir le profil colorimétrique, etc. Si je suis au GH5, tu vois, je peux choisir aussi. Et en fait, t'as toutes les caméras, quoi. Là, vous êtes tous chez Sony, je peux prendre une seule. Tout est répertorié, ça permet vraiment de... Là, tu vois, pour l'instant, j'ai pas de GH7. Là-dedans, moi je suis au GH7, mais voilà, donc je peux bricoler à partir de GH6 ajusté. Et après, tu as plein de réglages.
c'est ça qui est assez cool. Donc le premier truc, c'est donc là t'as le film, donc les pellicules, et là t'as plein de choix de pellicules. Des trucs classiques, Portra 160. Les fameux, ça, c'est hyper, les fameux Kodak. Les Kodak Vision 3 250D, ça c'est pareil, c'est du standard de ouf. Et en fait, il y a aussi un autre truc, c'est le print. Donc là, il est en linéaire, et moi j'utilise souvent donc le fameux Kodak 2383 dont je te parlais tout à l'heure. En fait, là, voilà, directement, tu vois, on a un look qui est beaucoup plus cool. Il y a pas mal d'effets, tu vois, là, on voit qu'il y a du bleu, etc. Ouais. Une couleur beaucoup plus vive. Ouais. Et à chaque fois, tu peux aussi juste désactiver, réactiver en cliquant sur Enabled tes effets. Donc ça, c'est assez cool. Donc sur ce film-là, moi, j'ai pas utilisé de deuxième film. Tu vois, j'ai laissé juste comme ça, juste avec le Kodak 2383. Ok. Et après, il y a un autre paramètre qui est assez intéressant. Enfin, t'en as plein. Film compression, tu le vois un peu dans les blancs ici. Quand j'active film compression, en fait, ça va me récupérer les hautes lumières et ça va les baisser. Après, tu as du grain, donc c'est vraiment des beaux grains et qui sont assez représentatifs. Du coup, tu vois, il y a des presets. Tu peux aussi faire en custom. Avant, il n'y avait pas en fait ces presets dans les versions précédentes. Et c'est assez cool parce que du coup, tu t'embêtes pas à, tu vois, là, gérer la taille, etc. Le 35, il est assez bien aussi si tu veux que ça se voit un peu plus. Tu vois, là, on voit un peu plus. Mais ça lag, moi, les plans avec le grain. Tout ça, ça fait partie du coup du preset. Tout ça, c'est dans Enhancer. Enhancer, ok. T'as aussi Halation, le Bloom, etc. Donc je survole un petit peu. Un paramètre que j'utilise beaucoup, ça va être le film développeur pour utiliser le contraste et le color boost. En fait, ça permet d'avoir le color boost. C'est comme si ça resaturait le plan, mais pas avec une saturation moche, trop hardcore. Ça booste correctement les couleurs. Je sais pas comment l'expliquer, tu vois. Ouais, ça a vraiment un look plus naturel. Donc voilà, tu vois, si on fait un peu le tour, moi je suis assez content du look que ça donne. On part de ça, on finit comme ça. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est quoi l'intérêt de filmer en log ? En fait, à la base, mon image, elle est comme ça. Très grise, c'est-à-dire avec peu de contraste et peu de saturation. L'intérêt, c'est que ça permet d'avoir déjà, premièrement, plus de dynamique de couleurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi pour pouvoir avoir plus la main sur ce que tu vas faire en colorimétrie. En fait, comme c'est moins saturé et il y a peu de contraste, alors, grâce à cette base-là, où tu peux aller chercher une image qui est beaucoup plus malléable, en fait. Ok. Voilà. Peut-être essayer de retourner la roue encore une fois, peut-être. Voir une petite question, encore une fois. Tac. Est-ce que tu as une anecdote de tournage à nous raconter ? N'importe laquelle, pas du coup sur le pire client, parce que ça, du coup, on l'a déjà fait. Je dirais que c'est un peu l'erreur que j'ai faite sur un documentaire. Et je pense que c'est un truc qu'on peut tous facilement tomber là-dedans. C'est un conseil que je dis souvent, c'est story first, tu vois, c'est l'histoire qui est prioritaire. Et moi, j'ai fait un tournage en alpinisme. En fait, j'ai tout shooté avec des optiques de cinéma. Donc la différence avec une optique photo, comme on a l'habitude d'utiliser, c'est que c'est des focales fixes la plupart du temps. En tout cas, moi, je bosse avec des focales fixes. Et par contre, elles ont un look de fou. Tu vois, j'ai des flares arc-en-ciel. Le bokeh, il est beaucoup plus doux. Ça diffuse, il y a vraiment cette diffusion naturelle. J'ai pas besoin, je mets pas de filtre de diffusion par-dessus, etc. Donc pour ce projet-là, on avait un axe un peu rétro, donc on voulait raconter. Enfin, moi, je voulais le raconter d'une manière, tu vois, avec ce style-là, ce look-là. Donc voilà. En fait, le mec que je suivais en alpinisme, 2 semaines avant, il s'est fait descendre en hélico, et 2 semaines après, on part sur un projet. Donc c'était la traversée des écrins par des voies mythiques qu'ils avaient jamais fait. Et donc on part là-dessus, et puis il en parle vite fait qu'il y a cet accident, mais moi, il m'en parle pas plus que ça et tout. Et donc bon, on part sur notre tournage. Ils font la première journée, donc là déjà ils ont pas fait exactement la voie qu'ils avaient prévue parce que en fait les écrins ça canarde pas mal, il y a beaucoup de pierres qui tombent. Donc ils font leur première journée, ça se passe bien, ils ont pas fait l'itinéraire qu'ils voulaient, mais le soir je les rejoins là-bas. Et pour le deuxième jour, on part et là je dois faire l'approche avec eux et je devais aller me caler en bas de la face. Premier problème, on se trompe d'approche, on passe pas par le bon côté, donc on se retrouve dans des dalles hyper assez techniques quoi. Et moi je suis là avec mon sac de 20 kg, avec tout mon matos, avec mon trépied, etc. Parce que je devais filmer au 400 la face en face, donc forcément j'allais pas filmer à la main. Forcément. Et eux ils partent un peu plus vite que moi je suis tout seul, etc. Parce que ils doivent aller grimper, donc le temps qu'ils aillent s'installer. Et en fait, on arrive sur la face, ils ont déjà perdu pas mal d'heures parce que en fait l'approche ils la connaissaient pas, ils sont jamais allés sur les faces parce que l'idée c'est d'arriver, d'ouvrir pour la première fois, pour eux, la première fois qu'ils y vont, c'est d'arriver directement et puis comme ça tu l'as fait genre pour la première fois. Voilà, tu vois. Tu découvres. C'est ça. Et en fait le truc c'est que moi je les filme et dans la deuxième longueur, celui qui s'est pris le bout de glace sur la tête, il sent pas bien, il redescend. Donc là, c'est chaud, etc. Du coup, moi je finis mes images. Donc là, dans un sens, je me dis, ok, c'est cool parce que j'ai cette image. Peut-être qu'un jour ça nous servira, tu vois, d'avoir cette archive où, en fait, il a pris un but dans la face.
Et du coup, ils redescendent et tout. Et en fait, moi, là, j'étais sur le spot et depuis le matin, on entendait les rochers qui tombaient, la glace qui tombait au-dessus, etc. Et le truc, c'est qu'il m'avait dit, je lui ai demandé, est-ce que je prends du matos de montagne, est-ce que je prends mes chaussures, les grosses chaussures d'alpinisme et tout. Je les avais à la voiture, il me dit, ah non, c'est bon, viens en chaussures de trail, tu peux être léger, c'est tranquille, etc. Tu vois, je te prends ton trail, chaussures de trail, mon gros sac. Et en fait, pour redescendre, je fais quelques images et tout, et après, je redescends vers eux, ils m'attendaient en dessous. Et là, il y avait un énorme rocher au-dessus, et il fallait que je traverse dans des flancs de neige, parce que j'étais en chaussures de trail, donc j'avais zéro grip, j'avais mon gros sac de 20 kg, et le truc, c'est que c'était super raide, donc je pouvais pas descendre vite, parce que sinon, je m'explosais les genoux en bas. Sauf qu'au-dessus, il y avait le gros rocher qui à tout moment tombe et tout est mort. M'attrape quoi. Du coup, il y avait les gars en bas qui gueulaient. Ça doit être un peu angoissant. Plus vite, tu vois, parce qu'ils avaient trop peur que ça m'arrive. Ils voyaient que, Et moi, j'étais là, mais si je descends plus vite, je m'explose en bas, tu vois, il y a aucune chance. Et au final, ça s'est bien fini, tu vois. On est redescendu, on allait manger un burger en bas au resto. Tranquille. On a abandonné là au deuxième jour sur les 10 jours qu'on devait faire. Mais on dit souvent que le vrai échec en montagne, c'est pas de rentrer à la maison, c'est de ne pas y rentrer du tout. Donc tu vois, valait mieux s'arrêter là. Et donc voilà. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais tellement focus sur tu vois, faire des belles images avec mes optiques cinéma, tout régler parce que tu fais le point manuellement. Donc tu vois, t'es vraiment concentré et tout. Que j'étais pas assez concentré sur ma réa et j'ai pas vu beaucoup qu'il était stressé en fait. Pendant les 2 premiers jours. Tu vois, j'étais tellement focus sur mon matériel, sur vraiment faire des belles images et tout, que j'étais pas avec mes personnages, enfin pas en connivence avec eux, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est quand j'ai fait le montage, je me suis dit, mais putain, sur toutes les images, ça se voit, il est hyper stressé, il est dans sa tête, il réfléchit et tout. Tu vois. C'est story first, quoi. Qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que les personnages vivent, etc. Et, oui, je suis venu avec les optiques cinéma, mais ça doit pas me sortir de l'histoire que je raconte et de ce que vit le personnage, parce que c'est ça l'essentiel. Ok, peut-être faire une petite question encore une fois. Le lieu le plus fou du coup où t'as filmé, t'as vu dans la montagne, dans la forêt et tout, est-ce que t'as un endroit un petit peu fou? Je pense que, à mon avis, je pense que c'est l'Arabie Saoudite. Pour le Dakar. Et si j'ai un souvenir, tu vois, sur mon premier Dakar. En fait, on était, je sais pas, on devait être vers la 10-11e étape, tu vois, ça faisait déjà 2 semaines qu'on était là-bas, on était complètement explosés. Et en fait, on était 2 dans la voiture, il y avait le mec qui s'occupait de conduire et toute la logistique. Et on a fait, je sais pas, le soir, on a dû faire 2-3 heures de route pour essayer d'aller trouver du réseau, on allait chercher les antennes 4G, on était au milieu du désert, vraiment du désert d'Arabie, ça s'appelle le Lamptey Quarter, le quartier vide en français. Et en fait, on a galéré toute la nuit à trouver du réseau. À 3h du matin, on s'est couché à un endroit random, tu vois, et lui, il surveillait que le Max a envoyé bien la vidéo pour poster, etc., pour poster notre épisode. En fait, on a dormi, je sais pas, 1h30, 2h. Et à 5h, on se réveille, complètement explosé. Puis la levée de soleil au milieu du désert, une ambiance dantesque, tu vois. Il y avait personne. Et en plus, c'est une zone où ça craint un petit peu. Tu vois, la veille, on était tombé sur un 4x4 avec une mitrailleuse à l'arrière et on s'était fait recal et tout. Il y avait des militaires qui nous surveillaient. Et du coup, là, le lendemain, on se réveille comme ça. On n'a rien dormi, on est complètement explosé. Tu vois, il y a vraiment ce mood de quand t'es fatigué à l'extrême. Il y a la phase où ça te saoule, tu gueules, etc. Et puis après, il y a la phase où genre juste t'es trop bien. Et là, on était vraiment. Tu profites et tout. Tu profites du moment. Et franchement, incroyable. Moi, je pense que c'est un des lieux où c'était le plus fou. Franchement, le désert, c'est assez ouf. En image, esthétiquement, c'est quelque chose. Enfin, tu vois, ici, on n'a pas du tout l'habitude. Les montagnes, c'est vrai que c'est quelque chose quand on a plus l'habitude ici. Ok, on va revenir un petit peu sur MMI. Du coup, tu as fait tes 3 ans ici, si je dis pas de bêtises. J'ai fait 2 ans. 2 ans, ok. Je sais pas, est-ce que tu as pu peut-être t'intéresser à ce qui change entre BUT et DUT? Je trouve que moi, je sais pas trop. Il y avait toujours stage et alternance ou c'était vraiment quelque chose d'autre? Si tu veux, avant, c'était 2 ans de DUT. Et après, tu avais une LP. Donc aujourd'hui, c'est juste qu'il y a les 3 ans qui sont d'office. Donc ce que vous faites en 3e année, c'est ce qu'il y avait à la LP avant. Ils ont revu les programmes, etc. Mais dans l'idée, c'est un peu ce format-là. Donc moi, il n'y avait pas d'alternance. Moi, j'ai fait mes 2 années de MMI avec mon stage à la fin de MMI. Voilà. Et la plupart de mes potes qui sont allés en LP, ils ont fait du coup l'alternance pendant la LP. C'était ça un peu le fonctionnement. Une matière peut-être que tu aimais le plus? Les cours
peut-être qui m'ont le plus servi et le plus aujourd'hui qui sont utiles. Je sais que quand on était en MMI, ce qu'on trouvait dommage, c'est qu'on avait l'impression que ça poussait pas assez. Et en fait, on était un peu frustrés quand on est sorti de la formation, très honnêtement. Mais en fait, on a compris après que c'était comme ça que ça fonctionnait et que c'était normal. C'est que MMI, il faut vraiment le voir comme quelque chose où tu découvres plein de trucs. Tu arrives en MMI, tu sais pas ce que tu veux faire. Moi, j'étais venu pour la com. Je ressors, j'ai mon entreprise de production de vidéos, tu vois, donc j'étais pas venu pour ça. J'avais jamais touché une caméra. Et en fait, je sors de MMI, je sais pas faire un site web et j'ai des potes, ils savent pas allumer une caméra. Mais c'est pas grave, tu vois, chacun a creusé son truc. Chacun a son petit panel de compétences, tu vois, qu'il a digué de son côté, par curiosité. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, MMI. C'est vrai, oui, en cours de vidéo, c'est pas là où j'ai appris le plus de trucs qui me servent aujourd'hui. Mais en fait, ça m'a permis de découvrir ça et d'après aller creuser de mon côté. Et je pense que c'est ça le plus essentiel. C'est faire des projets à côté, faire des projets perso, faire des projets avec les potes. Et je dirais que justement, les cours qui m'ont été le plus utiles, il y a tout ce qui a été cours pour travailler en groupe, donc les cours d'agence. Les cours chapeau vert, chapeau noir, etc. Ils sont marrés. Il y avait déjà ça, toujours. Mais réellement, je pense que c'est les cours les plus utiles parce que tu vois, apprendre à utiliser Illustrator, apprendre à utiliser Premiere Pro, tu peux l'apprendre sur YouTube. Tu vois, tu peux l'apprendre avec l'expérience. Et c'est pas, c'est vraiment de hard skill. Et puis si tu as besoin d'apprendre, tu vois, j'ai besoin d'apprendre à faire de la colo, bon, ben, je vais me former sur YouTube, je vais chercher des formations en ligne, je vais trouver. Maintenant, travailler en groupe, arriver à gérer une équipe, arriver à manager tout ça et à se mettre d'accord, tu vois, genre la première année on fait tous l'erreur, on passe je sais pas combien de temps à trouver un nom d'agence et un logo, tu vois. Là maintenant on lance des projets, on n'a pas de logo, on commence à faire des ventes, si ça marche, si ça vend, ok, derrière on va se poser des questions, vas-y on fait un logo, vas-y on structure. Il y a un peu plus de réflexion, quoi. Voilà, parce qu'on est passé par cette phase où on passait je sais pas combien de temps à faire un logo d'agence, on s'en fiche, quoi, tu vois. Enfin je sais pas, moi c'est plus ça qui m'a plu globalement, enfin qui me sert en fait aujourd'hui, si on est vraiment hyper concret, quoi. Ok, peut-être petite dernière question. Est-ce que si tu avais des conseils généraux pour ceux qui veulent se lancer dans la vidéo ou dans les petites choses comme ça, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme petits conseils, comme petits tips? Qu'est-ce que tu leur dirais? En fait, il faut juste faire des choses. Il faut faire, passer à l'action, prendre des compétences. Aujourd'hui, voilà, donc on est dans une formation, donc je peux pas cracher dessus, mais dans nos domaines, on n'est pas médecin, on n'est pas avocat, et le diplôme, il n'a pas cette valeur-là. Ce qui compte réellement, moi j'ai aucun client qui m'a demandé quel diplôme j'avais. Ce qui compte, c'est les compétences. Pour développer des compétences, il faut faire des choses, il faut se former, il faut apprendre, il faut aller pratiquer sur le terrain. Et le plus important, c'est ça en fait, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à vos clients. Et je pense que dans le recrutement aujourd'hui, le diplôme, l'intérêt, c'est que ça permet de filtrer beaucoup plus rapidement. Mais ce qui a vraiment de l'impact, c'est les compétences et d'apprendre vite aussi. Et c'est vraiment ce truc-là, je pense, c'est développer des compétences et faire des choses, faire des projets. Pratiquer, toujours essayer de faire plus. Avec tes potes, là, si vous avez des idées, nous on faisait des clips à l'époque, c'était marrant. Juste, faut créer, c'est écrire un livre, c'est juste faire l'acte de créer quand on. Il faut oser créer, oser participer à des choses. Son cœur et... savoir s'écouter. Un petit mot de la fin, Clément, dis-nous. Merci pour votre accueil, très content d'être merci à toi, ici. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu présent en si peu de temps. C'était très sympa, très cool. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, salut. Salama.